Une charte de médecin créateur de contenu. C'est quoi la meilleure position pour dormir? Découverte d'un mosasaur, un engin humain, attention, aurait frôlé le soleil. Une charte de médecin créateur de contenu en France, c'est l'ordre des médecins qui veut patenter ça. Écoute, ça m'a quand même pris par surprise. C'est décontenançant. C'est pas un registre de qui sont les médecins qui publient sur TikTok. Non, c'est une charte de bonne pratique qui est destinée aux professionnels qui prennent la parole en ligne. Donc, quoi faire, quoi ne pas faire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est litigieux, ce qui est dangereux, ce qui est... Bravo! Formidable! Il y a eu trop de controverses dans les dernières quelques années, notamment avec des personnalités du domaine médical présentes à la télé, à la radio, qui se faisaient rabrouer, remettre en question, mais solidement, parce que finalement, on réalisait ça venait à l'encontre de leur bonne pratique ou de leur serment d'Hippocrate. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà sauvé une vie? Les vidéos de santé qui circulent sur les réseaux sociaux attirent des millions de vues, mais combien d'entre elles reposent sur des éléments scientifiquement solides? S'est interrogé lors d'une conférence de presse le président du CINAM, François Arnault. Avec cette charte, c'est 10 principes, OK? Et l'objectif est de favoriser une information médicale à la fois rigoureuse et accessible afin de protéger la santé publique, fermez les guillemets, et les professionnels doivent la signer, pas juste en prendre connaissance, mais la signer, s'engageant à produire sur les réseaux sociaux du contenu pédagogique, médical, pas pseudo, là, carrément médical et scientifiquement vulgarisé, à ne pas faire la promotion d'aucune pratique ou thérapeutique non validée scientifiquement. C'est surtout ça, là. C'est ça que ça veut dire. Parmi ces principes fondateurs, on a ne pas donner de conseil médical personnalisé, ne pas promouvoir sa propre activité, oh, ça va en rafraîchir plus d'un, ne pas utiliser des moyens payants pour mieux référencer son contenu. Ah, ils peuvent plus booster leur publication Facebook avec un petit 5 piastres de temps en temps. Eh ben... Mais ça, c'est juste bon pour tout le monde, je pense. Hein? Je pense. La charte a été collaborée en partenariat avec YouTube, crois-le ou non, qui s'est intéressé à ça et, depuis la pandémie de COVID-19, cherche à combattre la désinformation, surtout la désinformation médicale qui a fait énormément de dommages. Parce que sur YouTube, en ce moment, tu peux avoir une espèce de sigle, une espèce de certification qui dit justement « vidéo fiable en santé ». Mais là, ils veulent adresser à la nouvelle génération de médecins qui sort de son cabinet, utilise les sociaux, les réseaux, comme canaux de communication. Et c'est de plus en plus populaire. C'est toujours la motivation, comme pourquoi la personne fait ça. Le médecin, je pense, a assez de patience. Direct en partant, un médecin, c'est bien rare que comme il n'y a pas une file d'attente. D'emblée. Fait que pourquoi le médecin fait ça? Est-ce qu'il veut vraiment aider les gens? Est-ce qu'il a besoin d'être reconnu? Est-ce qu'il a besoin d'être validé? C'est toujours sain de se poser ces questions-là. T'sais. Est-ce que ça va dans le sensationnalisme? Est-ce que ça va dans le concret? Veut pas, ça va laisser tout le spotlight aux faux médecins qui ne sont pas régis par l'ordre, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça va être un peu chaotique au début, ça se pourrait, ça. C'est quoi la meilleure position pour dormir, selon toi? Ben, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont comme pas le choix? Rendu à un certain âge, tu t'es enligné, tu as comme pris une décision, tu as été choisi par le chapeau magique qui a déterminé que toi, tu dormais sur le ventre ou toi, tu dormais, I don't know, en PLS peut-être. Et que tu n'arrives pas à t'endormir si tu n'es pas exactement accroupi précisément de même. C'est quoi la meilleure selon les experts? Chacun sa position préférée, nous dit la presse, mais il y a Joseph de Coninck, qui est professeur émérite de psychologie à l'Université d'Ottawa. Vous allez me dire, oui, mais ok, mais psychologie, mais quel rapport avec la choucroute? Ben, il est spécialisé dans l'étude du sommeil. Et on va passer à travers, pendant que tu me dis comment toi tu roupilles.
On commence par la position fétale. Il y a beaucoup d'options, mais c'est la première. Il n'y a pas beaucoup de circulation possible puisqu'on est tout tassé, nous dit-il dans une citation. Il est aussi peu probable d'atteindre un sommeil profond rapidement dans cette position. Il est difficile d'envisager que quelqu'un pourrait passer toute la nuit recroquevillé ainsi. I do it every night. Moi, je suis vraiment avec la tête. C'est la meilleure affaire. Je t'aide pas mon pouce, mais comme c'est nécessaire pour moi parce que j'ai tellement froid tout le temps. Je sais pas pour toi, là. Dormir sur le côté qui est pas exactement pareil quand il te boule. On dit qu'en général, c'est la meilleure position. Elle permet de rester sans bouger du début de la nuit jusqu'à la descente dans le sommeil lent et profond. De plus, la circulation cardiaque est facilitée lorsqu'on est sur le côté, dit-il mot pour mot. Je ne savais guère. Moi, si je m'allonge sur le côté gauche, je suis très, très inconfortable. J'ai même des douleurs qui se manifestent. Est-ce que ça vous fait la même chose? Comme quelque chose dans mon système digestif me dit « Bobo, et rectifie-toi ». Sur le ventre, grande controverse, mais ceux qui le font ne jurent que par ça. Une position, dit-il, qui disparaît progressivement avec l'âge et qu'on ne voit plus du tout à l'âge adulte chez quelqu'un qui dort, sauf, apparemment, chez mon être aimé. Lorsqu'on est sur le ventre, il faut soulever le corps afin de respirer, ce qui demande un effort. Ah, ce serait énergivore. Parce que, ben oui, nécessairement, tu te fallait le diaphragme un petit peu plus. Hop là. Finalement, sur le dos, une mauvaise posture, dit-il, puisqu'on est beaucoup plus susceptible de ronfler en étant sur le dos, vraiment. Les voies respiratoires sont bloquées par le cou. Elle favorise aussi l'apnée du sommeil. En général, ceux qui s'endorment sur le dos vont finir par se tourner sur le côté automatiquement, comme par réflexe. T'sais. Les siestes, c'est sur le dos. Bizarrement, les siestes, c'est les bras le long du corps, ou parfois mommy style, parfois les mains sous les fesses, comme tucked in, pour que ça t'empêche de gigoter. Là. C'est comme, poup, assis sur ses mains. Puis sieste, c'est absolument en piquet, on fait la planche, puis c'est merveilleux. Merveilleux comme ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que quand je fais une sieste, j'ai pas le goût de me réveiller avec un épi, fait que je vais pas me dépeigner. Eh ben, j'en ai appris des bonnes un matin. Qu'est-ce que t'en penses? Découverte d'un mosasaur au Maroc. Une espèce disparue depuis des millions d'années. Hein? Moi, je n'ai jamais croisé. En tout cas, des fossiles ont été découverts dans des gisements de phosphate, vestiges d'anciens fonds marins, nous raconte la RFI. L'analyse continue de révéler de nombreux secrets. Il y a une étude sur le sujet qui a été publiée à la fin décembre. C'est des chercheurs de l'Université britannique de Bath qui ont annoncé avoir identifié une nouvelle espèce de mosasaure durophage, dit-on. Carinodens acrodon, de son petit nom. C'est une espèce de lézard marin qui mesure entre 2 et 3 mètres de long. Pas si mal. L'une des principales caractéristiques sont des dents basses et rectangulaires. Le Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils produisent beaucoup de phosphate. Okay? Ils ont beaucoup de gisements de phosphate. C'est le deuxième producteur mondial. Mais il s'avère que lorsqu'ils en extraient, il y a souvent des paléontologues pas loin qui découvrent toutes sortes d'affaires. Et bien entendu, la grande question, c'est à quoi ressemblait la Terre il y a 66 millions d'années. De pareilles découvertes peuvent nous donner davantage d'indices. Depuis la dernière décennie, la mine à ciel ouvert de Sidi Chenan, à 250 km au sud de la capitale Rabat, a fourni de nombreux fossiles d'espèces animales, nous raconte-t-on. Eux, ils peuplaient les mers au Crétacé supérieur et le site fourmille, j'oserais même dire pullule, de fossiles d'arêtes, d'écailles de poissons, de requins. Pretty cool. Des fois, il y a des découvertes un petit peu plus impressionnantes. Récemment, il y a le paléontologue Nicolas Longrich de l'Université britannique de Bath qui a détecté la présence d'une nouvelle espèce de mosasaure durophage. C'est comme ça qu'on est tombé sur cette nouvelle espèce de mosasaure.
C'est la deuxième découverte de ce genre en moins de 2 ans, après celle du Kinjaria Akuta. C'est une philosophie. Hein. Les paléontologues espèrent aussi retrouver des espèces de dinosaures, des traces dans les bassins de phosphate marocains. Il y a des scientifiques qui estiment que l'Afrique comptait probablement beaucoup plus d'espèces de dinosaures que l'Amérique du Nord, mais pourtant on en trouve moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous consulte. Qu'est-ce qu'on en dit? Icare sort de ce corps, un engin humain, attention, aurait frôlé le Soleil. On dit que c'est le plus rapide de tous les temps. C'est beaucoup d'informations. On va prendre ça étape par étape. Voici ton actu scientifique du moment. Alexis Riopel dans Le Devoir nous raconte qu'en 2018, Nour Rawafi et ses collègues, ils ont lancé une sonde spatiale en direction du Soleil, Sunshine Style, du bon Danny Boyle. Le 3/4 du film est merveilleux. Depuis 6 ans, la trajectoire de la petite sonde Parker, qui fait 685 kg et 3 mètres, s'entortille autour du Soleil et de Vénus. Chaque tour de manège la rapproche un peu plus de la boule de feu. Et l'approche qu'on appelle une périhélie est la plus ambitieuse du programme. À la veille de Noël, elle plongeait à seulement 6,1 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Elle filait à 700 000 km/h. La sonde Parker devait devenir l'objet de convection humaine le plus rapide de tous les temps. 700 000 km/h. C'est fou, ça. La sonde, munie d'une panoplie de capteurs, champs magnétiques, champs électriques, densité du plasma, images, ah ben oui, se cache derrière une armure de carbone de céramique capable de résister aux 1000 degrés qui l'attendaient. L'atmosphère de notre étoile, appelée couronne solaire, est très chaude. En certains de ces points, le mercure grimpe jusqu'à 1,5 million Celsius. On a des lacets, les switchbacks, qui sont probablement la découverte la plus importante de la mission jusqu'à présent. Autour du Soleil se propagent de puissants champs magnétiques, nous dit l'article. Certaines lignes de champs partent vers le large, d'autres se rattachent à la surface. Avec la nouvelle sonde, les astrophysiciens ont observé de violents coups de fouet magnétiques qui surviennent quand 2 lignes de champs se recombinent. En résulte de brèves vagues de vent solaire à 500 000 km/h. On pense maintenant que les lacets jouent un rôle clé dans la transmission de l'énergie entre le Soleil et sa couronne. Et des tempêtes géomagnétiques qui nous ont affectés dans les dernières années, on le sait. Au-delà des lacets, la sonde nommée en l'honneur de l'astrophysicien Eugène Parker, qui est décédé en 2022, a observé qu'un vide presque parfait se forme dans le sillage des éjections de masse coronale, donc les EMC. Ces bulles de plasma violemment projetées dans l'espace par les éruptions solaires. Il y a l'engin scientifique qui a confirmé qu'une zone sans poussière existe autour de notre étoile aussi. Le projet contribue à l'avancement de la science fondamentale, permet de mieux nous préparer aux tempêtes géomagnétiques. Bon, quand une EMC est projetée vers la Terre, ça peut induire des courants rebelles avec les câbles électriques, ça peut bousiller l'ionosphère, ça peut faire rebondir des ondes radio essentielles au pilotage des avions modernes. On le sait, ça peut engendrer toutes sortes de complications technologiques. Il y a une tempête qui avait frappé la Terre en mars 1989. À l'époque, Hydro-Québec n'avait pas pu gérer. Depuis, ils ont fait des ajustements dans leur réseau et ça se passe beaucoup mieux. C'est pas parce qu'il n'y a plus ce genre d'événements, de phénomènes finalement, mais c'est parce qu'ils ont trouvé un moyen d'éviter les surcharges qui génèrent des pannes d'électricité. Ça avait été massif à l'époque, ça avait pris du temps à régler quand même. Fait que je vous tiens au jus.